Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette deuxième conférence en ligne proposée par l'inspection d'histoire-géographie. Remercier notre conférencier, Géry Delatière. Donc, merci beaucoup, Géry, de prendre de ton temps. Merci. Voilà. Donc, on est très content ce soir de te recevoir Ouais. pour évoquer une partie de notre histoire, c'est l'insurrection kanak de 1878. Et là, pour la petite histoire, avec ma collègue Marion Onrad, nous t'avons accueilli ici au lycée d'Ikikewe avec les élèves de notre atelier Lire en histoire. Et c'est à partir de ton intervention que nous avons eu l'idée de t'accueillir. Je vous remercie. Donc, merci à toutes, merci à tous. La conférence sera enregistrée et mise en ligne dans la semaine sur le site académique. Donc, je te laisse la parole, Jerry. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vais donc aborder devant vous ce soir un sujet sur lequel j'ai longtemps travaillé pendant de nombreuses années, l'insurrection kanak de 78. Cette insurrection constitue une page douloureuse du passé néo-calédonien qui a eu en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, des répercussions sociologiques importantes et durables. C'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans mon propos. C'est un sujet qui a fait l'objet de la parution de nombreux ouvrages sur lesquels de nombreux écrivains ou historiens se sont essayés, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Je citerai entre autres M. Guillard, l'ethnologue Jean Guillard, Mme Douce-Léna, un peu plus récemment M. Sossol, dans son ouvrage remarquable « L'héritage ». Et puis, à propos de l'insurrection, il y a surtout eu des auteurs contemporains de cette tragédie, comme le commandant Rivière, qui fut l'un des officiers en charge de la répression militaire qui a écrasé cette rébellion, notamment dans le secteur de Lafoire-Moindou, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Alors bien sûr, pour quelqu'un comme moi qui s'est intéressé depuis très longtemps à ce sujet, il faut lire, parcourir différents récits. C'est ce que j'ai fait, avec à terme une certaine frustration lorsqu'on veut conserver une certaine objectivité dans l'analyse. Ce qui m'est apparu flagrant, c'est que tous ces ouvrages traitant de l'insurrection de 78 ont tous été écrits à partir des archives militaires, des archives coloniales. Vous me direz que c'est la démarche classique des chercheurs. Pourtant, ces récits ne donnent qu'une facette, je dirais qu'une version des faits et surtout des parties en présence, c'est-à-dire la version militaire, la version du gouvernement colonial. Il y a plusieurs raisons à cela. En 1878, nous sommes dans une colonie où les lois métropolitaines sur la liberté de la presse ne sont pas appliquées. Les rares journaux nouméens ont été censurés et dès le premier jour du conflit, le 25 juin 1978, le gouverneur Olry, qui était alors en charge de la colonie, a décrété l'état d'urgence dans la zone insurgée, c'est-à-dire au début la région de la Foix, puis la circonscription de Boulou-Paris et ensuite la région de Bouraï-Poya. Et il a interdit toute narration non contrôlée du conflit. Il a donc désigné aussitôt un fonctionnaire colonial, Charles Lemire, chef du service télégraphique dans la colonie, pour rédiger des comptes rendus officiels des événements, comptes rendus qui seront chaque semaine publiés dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le journal officiel, c'était le nom à l'époque du journal officiel de la colonie. De ce fait, les articles des journaux locaux qui relatent les différentes opérations et autres incidents de cette insurrection, notamment pendant l'insurrection, mais aussi les hauts faits tragiques, sont tous inspirés des récits de M. Lemire. Alors, pour en savoir un peu plus, j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres versions, notamment au niveau de la presse métropolitaine. Et là, ça a été un peu la grosse déception, c'est que les grands journaux de l'époque, notamment les journaux parisiens, comme Le Temps, Le Figaro, Le Parisien, relataient tous cette crise majeure aux antipodes, mais ce sont à chaque fois des copier-coller du Moniteur calédonien. La seule version quelque peu différente, et assez critique d'ailleurs, que l'on a de cette insurrection, de ces faits, nous vient d'un journaliste australien
John Stanley James, surnommé le Vagabond, présent pendant le conflit et qui était un envoyé spécial du Sydney Morning Herald. Mais en voulant, comme je vous l'ai dit, conserver une certaine objectivité à l'étude de ce conflit majeur du passé néo-calédonien, un constat s'imposait. Tous ces ouvrages, ces récits, comme je l'ai dit, avaient été bien sûr réalisés à partir des seules archives coloniales, de la seule version militaire, mais ont été de plus écrits à la seule gloire de l'armée coloniale française. Ils comportaient donc une part importante d'inconnus, voire de non-dits. La question qui se posait, quels étaient les Kanaks insurgés, de quelle tribu, de quel clan il s'agissait. Force est de constater que tous ces ouvrages dont j'ai parlé, certains conséquents sur les élections, étaient assez muets sur cette question. Alors pour approfondir cette question relative à l'autre partie en présence, c'est-à-dire la partie kanak, il n'y avait pas ou très peu d'archives. Il fallait donc se tourner vers la mémoire kanak, c'est-à-dire vers la tradition orale. Ce qui voulait dire aller sur le terrain, mener de nombreuses auditions pour recueillir cette tradition orale, cette mémoire kanak meurtrie et difficile à saisir tant les incidences du conflit l'ont fortement impacté par le déracinement, le déplacement des clans, l'éclatement des familles. Alors, quelles ont été les causes de cette insurrection? Personnellement, j'y vois deux causes fondamentales. La première, c'est le refus de la colonisation par le peuple indigène. C'est l'une des causes que donne d'ailleurs le commandant Rivière dans son récit sur l'insurrection. Dès la prise de possession française à Balade, le 24 septembre 1853, par Février des Pointes, puis quelques jours plus tard par Tardy de Montravelle qui l'a rejoint, Tardy de Montravelle qui est le fondateur de Port-de-France qui deviendra Nouméa en 1866. Il y a eu des incidents entre les militaires français et les Kanaks de l'endroit. En octobre 1853, en effet, c'est-à-dire quelques jours après la prise de possession française, un raid militaire est effectué dans une tribu de Pueblo, opération qui aboutit à l'arrestation de 5 chefs kanaks qui seront emprisonnés à bord du bateau de Tardy de Montravelle, Constantine, qui a d'ailleurs donné son nom au fort Constantine, qui est devenu ensuite l'hôpital Gaston-Bourré à Nouméa. Et ces Kanaks-là ont ensuite été emmenés à Tahiti lorsque Tardy de Montravelle a quitté la Nouvelle-Calédonie. À partir de ces premiers incidents, dès les premières heures de colonisation, là, juste à la prise de possession, le schéma colonisation, spoliation de terre, entraînant des révoltes des indigènes, immédiatement suivi d'actions de répression violentes du gouvernement colonial, se reproduira tous les ans pratiquement, jusqu'à la répression de Bourail en 1868. En effet, l'exploration de la région de Bourail en juin 67, ordonnée par le gouverneur Guillen en application de l'article 11 de la loi du 30 mai 1854, loi sur la transportation, qui a amené les bagnards ici. Cet article 11 prévoyait la possibilité de mettre les meilleurs éléments du bagne sur des concessions de terre dans des centres de colonisation pénale qui restaient à créer. Donc, c'est dans le respect de cette loi que M. Guillen va ordonner l'exploration de Bourail dès juin 67. Mais malheureusement, l'intrusion européenne ne va pas plaire à certaines tribus de l'endroit qui vont se révolter en mars-avril 68. Là encore, le même schéma va se répéter, c'est-à-dire qu'il y aura une répression violente qui va soumettre ces tribus. Ensuite, on a une période de calme de 1868, on va dire fondation de Bourail, jusqu'à 78, l'insurrection, une période d'environ 9 ans et demi, 10 ans, où il n'y a pas trop, on relève pas trop d'incidents dans la colonie entre les indigènes et le gouvernement colonial. La deuxième cause fondamentale de ce soulèvement se trouve dans les spoliations de terre, phénomène qui accompagne inéluctablement tout processus de colonisation mené par une puissance conquérante au détriment d'indigènes. Ce que les Français n'ont pas trop mesuré, c'est surtout le fait que dans la culture kanak, la terre n'est pas uniquement un outil économique,
mais a surtout une valeur sentimentale très forte. Dans la société kanak, lorsqu'on touche au foncier, on déstabilise la structure sociale. À ces deux causes fondamentales se sont ajoutées des causes plus conjoncturelles. Une sécheresse qui s'éternisait, des divulgations et dégradations causées par le bétail des colons dans les cultures indigènes, des réquisitions abusives de main-d'œuvre, notamment lors des travaux coutumiers, des travaux de clan, plantation des ignames. Ces réquisitions qui n'étaient donc pas appréciées de la part des chefferies et des clans concernés. Une perte d'estime aussi des Kanaks vis-à-vis des Européens par rapport aux agissements de certains Européens, en Brousse notamment. Et puis, il y a eu aussi le problème des femmes Kanaks vivant avec des Européens, des gendarmes, des libérés du bagne, que certains historiens ont placé parmi l'une des causes, que personnellement, je ne classe pas comme une cause essentielle du mécontentement kanak de l'époque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est sûr qu'il y a eu des campagnes kanak qui ont été, on va dire, prises, voire enlevées par certains Européens, mais d'autres unions étaient totalement libres et consenties, tant par les concubines concernées que par leur clan. On a beaucoup d'exemples dans les archives. Alors même si l'incident qui a déclenché cette crise provient d'un problème de femmes kanak vivant avec un Européen, je répète, je ne classe pas le problème des femmes comme une cause majeure, et même une cause conjoncturelle. Un libéré du bagne, Jean Chêne, gérant de la station d'élevage de la Haute-Ouaménie, d'une station d'élevage de la Haute-Ouaménie dans la région de Boule-Paris, station d'élevage qui appartenait à M. Desarnaud, qui a été ensuite maire de Nouméa. Ce libéré du bagne, M. Chêne, avait pris une femme kanak sans l'assentiment du clan. De plus, il a pris ensuite sa sœur, ce qui n'a pas plu au clan, et lequel clan a déclenché une opération de vengeance sanglante le 18 juin 1978 dans la soirée, et la famille Chêne a été massacrée. Alors, face à cette tragédie, les gendarmes de Boule-Paris vont réagir selon un scénario classique à l'époque, l'arrestation de tous les chefs de la région de Boule-Paris, les chefs kanak, puis une partie des chefs de la haute vallée de la Foi, puisque le clan concerné, l'expédition punitive à l'encontre de la famille Chêne était partie de cette région de la Haute-la-Foi. Alors, ce fait divers tragique, l'affaire Chêne, suivi de l'arrestation arbitraire de nombreux chefs kanak, sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase de la rancœur et du mécontentement indigène. L'insurrection va débuter le 25 juin 1978 par l'attaque de la gendarmerie de la Foi, suivie du massacre dans la même journée de plusieurs familles de colons libres et de concessionnaires pénaux de cette même région de la Foi. L'après-midi par l'attaque du poste de Terrimba. Le lendemain, les insurgés attaqueront le camp pénitentiaire de Boulou-Paris, la brigade de gendarmerie de cette localité et le bureau de télégraphe, puis ensuite plusieurs stations d'élevage de colons libres, commettant d'ailleurs là des crimes horribles. Des familles entières de colons vont être massacrées, dans des bébés, des jeunes femmes. Je pense à la famille Mostini, qui a eu 6 enfants, tous massacrés avec Madame Mostini. Les enfants fricotés également, des bébés de 3 mois égorgés dans leur berceau. Voilà des choses terribles. Boulou-Paris, où il y a eu, qui a été l'endroit où le nombre de morts non kanak a été le plus important, 79 morts, dans au moins 65 en une seule journée. Le conflit s'étendra ensuite le 6 juillet 1868 dans le secteur de Moindou, puis ce sera l'attaque de la station Oudaï à Poya, un ancien gendarme reconverti au métier de colon. Le 11 septembre 1968, là, il y aura dans cette attaque 11 victimes, dont M. Oudaï. Et ensuite, ce drame va embraser la région de Bouraï, puisque Poya, à l'époque, était une dépendance administrative de Bouraï. Poya, qui sera pendant un bon moment l'un des hauts lieux de l'insurrection,
où l'on dénombrera là aussi 41 morts non kanaks. Les derniers combats auront lieu dans la région de Pointe Bout et feront de nombreux morts du côté des insurgés, notamment au cours d'une séquence peu connue contre le clan Uroué, qui est un clan de la basse vallée de Pointe Bout, le 26 octobre 1878, clan encerclé ce jour-là par 3 colonnes de militaires aidés d'auxiliaires indigènes de Koné et de la côte Est. Une opération qui a fait en une seule journée 100 morts chez les insurgés, bilan authentifié par un rapport du gouverneur Rollouis au ministre des colonies que j'ai pu consulter. L'insurrection de 78 a duré 10 mois environ, hein, de juin 78 à avril-mai 79, et a été écrasée par une violente répression militaire. Une répression basée sur le système de guerre coloniale tel que l'armée française l'avait déjà pratiqué en Algérie ou en Indochine. Il faut se rappeler les méthodes de pacification du général Bugeaud en Algérie en 1836-37 et puis surtout de 1841 à 1847, au plus fort de l'affrontement avec Abdelkader. Une guerre de razzia, de destruction des villages indigènes en les incendiant, de ravages et de destruction des cultures afin d'affamer les rebelles et de les forcer à se rendre. Pour mener leurs opérations, les militaires français ont largement fait appel à l'aide d'auxiliaires kanaks, des chefferies de Païta, de Kanana, de Wailou, de Ponériouin, de Yengen, de Koné. L'emploi de supplétifs indigènes n'est pas unique à la Nouvelle-Calédonie et s'est pratiqué en d'autres colonies, notamment lors du même type de conflit, notamment en Indochine et surtout en Algérie. Le commandement militaire fera également appel à des déportés de la commune, à Moindou et à Kanana notamment, mais surtout à des déportés kabyles, menés par Mokrani, déportés à l'île des Pins après la rébellion de 1871 en Algérie. Des Kabyles qui se sont fait remarquer, bien sûr, par leur excellente qualité de cavaliers, de guerriers, mais aussi par leur cruauté. C'est eux qui ont notamment utilisé la pratique des oreilles coupées au début. On coupait les oreilles des insurgés neutralisés dans la brousse et on amenait les oreilles au commandement militaire pour prouver les prises. Et ensuite, le commandement militaire s'est aperçu qu'il y avait des petites oreilles, c'est-à-dire qu'on coupait les oreilles d'enfants et a exigé qu'on lui amène les têtes des insurgés neutralisés. Ce conflit sera marqué par des faits marquants, importants, comme la mort tragique, le 3 juillet 1978, du colonel Galipas Bok, qui était le commandant militaire de la colonie. Galipas Bok était donc le plus haut gradé militaire en poste de la Calédonie, qui était en instance de départ pour la métropole, il était en fin de séjour, il était tué donc le 3 juillet au lieu dit Montagne Rouge, à la banlieue sud, dans la banlieue sud du village de l'Arfois. On a parlé également dans plusieurs ouvrages d'historiens relatant ce conflit de la mort le 1er septembre 1978 du grand chef Ataï. Événement qui a été présenté par les militaires comme une victoire majeure, mais qui cependant n'en était pas vraiment une. Nous le verrons après, Ataï n'a pas été le seul chef kanak d'importance impliqué dans le conflit. Cette révolte de 1878 s'est traduite par de nombreuses victimes des deux côtés. 192 morts non kanaks. Pourquoi je dis non kanaks? Parce qu'il y a eu des Européens, colons libres, concessionnaires pénaux et leurs familles, mais il y a eu aussi des engagés néo-hybridés. Vous savez que dès les premières heures de colonisation, la première main-d'œuvre immigrée que l'on a fini en Calédonie, ce sont des néo-hybridés. Hein, donc il y en avait plusieurs qui étaient ça et là embauchés dans les stations d'élevage. Et ces gens-là ont été également massacrés par les insurgés. Et puis également quelques Indiens, Malabar, qui étaient venus avec les colons sucriers, notamment à la Wamini, à Boulou-Paris. Et puis côté insurgé, on avance le chiffre de 1000 morts. Je suis assez, je dirais pas réservé, mais dubitatif sur ce chiffre, parce que il vient de M. Guillard, l'ethnologue, mais qui se livre à un calcul assez hasardeux
pour avancer ce chiffre de 1000 morts. Ce que je peux dire à mon modeste niveau, c'est qu'il y a certainement eu un nombre de morts très important, mais très difficile je veux dire, à identifier, du fait que lors des grands combats, des grandes rencontres violentes avec les militaires français, presque à chaque fois, les insurgés ont emmené leurs morts avec eux. Hein. On trouve des comptes rendus d'opérations de militaires qui nous disent, ben voilà, on a trouvé des flaques de sang, on a vu qu'il y avait des cadavres morts, mais les insurgés ont emmené leurs morts. Donc c'est très difficile d'identifier, mais je pense que peut-être que M. Guillard n'est pas loin du chiffre réel, mais je répète, c'était quelque chose de difficile à évaluer. Alors le bilan, ben, il s'est traduit bien sûr par de nombreuses stations d'élevage en brousse, incendiées, détruites, des troupeaux décimés, ce qui, au niveau économique, s'ajoutait à la morosité ambiante de la colonie, puisque nous étions à l'époque de la faillite de la fameuse banque marchand, qui est aujourd'hui le musée de la ville de Nouméa. Cette banque marchand qui avait fait faillite en 1077. On est également dans une crise du nickel importante, où on connaît une mévente féroce, je dirais, de la vente du minerai nickel. Côté insurgé, de nombreuses tribus ont été rayées de la carte, des clans entiers ont été décimés, des chefferies ont disparu. Alors les conséquences dans le moyen et long terme de 78, je dirais qu'elle est contradictoire pour les deux parties en présence. Pour les Européens, pour la colonisation, je dirais en général, même si le nombre de victimes a été important, même s'il y a eu des familles entières massacrées, comme à Boulpari, comme à Poya, les dégâts matériels et économiques importants. On peut considérer cependant que l'insurrection a débouché pour la population non-kanak de l'archipel dans la décennie qui a suivi sur une évolution institutionnelle importante. Je vous donne quelques exemples. Le 8 mars 1979, par exemple, c'est la création d'un conseil municipal géré authentique à Nouméa. Jusqu'à présent, il y avait un conseil municipal qui n'en était pas vraiment un, puisque les membres et le maire, entre guillemets, étaient désignés par le gouverneur. Ça s'était mis en place par le gouverneur Aléron, juste après l'évasion de Rochefort, où la gestion de la colonie était assez importante. Donc, le gouverneur a eu l'époque, à cette époque-là, de nommer un conseil municipal pour l'aider dans la gestion de la capitale. Mais le vrai conseil municipal élu par les administrés, c'est donc le 8 mars 79. Ensuite, on a le 2 juillet 79, où là, il y a plusieurs centres de l'intérieur qui sont dotés d'une commission municipale, c'est-à-dire d'une municipalité. Le 19 octobre 1883, vous voyez, on est toujours dans la décennie qui suit, les années qui suivent l'insurrection. La Calédonie a un représentant au Conseil supérieur des colonies. C'est un peu l'ancêtre d'un député. En fait, c'est vachement important. C'est un organe qui siège auprès du ministre des colonies et qui acte et qui décide de grandes décisions qui touchent les colonies. Le 22 juillet 84, c'est surtout la nomination d'un premier gouverneur civil, parce que l'un des griefs des colons, des commerçants, des familles européennes de Calédonie au lendemain de l'insurrection, c'est de dire que on en est arrivé là avec les Kanaks parce que la colonie avait été gérée depuis la prise de position par des militaires, gouverneurs militaires, commandants militaires, tout était militaire. Les civils, les commerçants, les éleveurs, les colons voyaient dans cette gestion militaire l'une des causes importantes du conflit. Avant l'insurrection, déjà, bien avant, au moins pendant 2 ans avant, on assiste à une forte demande des colons, des commerçants de Nouméa importants pour que la Calédonie soit dotée justement de ces institutions. Et le gouvernement français avait toujours refusé dans la mesure où certaines colonies d'Afrique noire étaient plus importantes, plus peuplées, plus importantes en population et n'étaient pas dotées de telles institutions. Il y avait même eu des pétitions dans les journaux, et voilà. Et donc, l'insurrection 78, tous ces faits douloureux ont relancé
cette demande pressante de la population et finalement le gouvernement central va céder en mettant en place dans la décennie qui suit toutes ces institutions. Et puis surtout, la création importante, c'est le 2 avril 85, la création du Conseil général, hein, qui devient ensuite l'Assemblée territoriale en 1957 et aujourd'hui le Congrès du territoire. Autre conséquence positive de l'insurrection pour la colonisation, l'amélioration des communications avec la métropole. Ça, c'est à la suite d'un constat amer du gouvernement français, c'est que l'insurrection a éclaté le 25 juin 1978. Le lendemain, à Boulot-Paris, il y a eu énormément de morts, des choses tragiques. Et le gouvernement central n'en a été informé que le 15 juillet suivant à Paris, c'est à peu près 3 semaines après. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup énervé le gouvernement français, parce qu'à l'époque, les télégrammes, toutes les missives passaient par l'Australie. Et les Français, le gouvernement français a accusé les Anglais et les Australiens d'avoir fait de la rétention d'informations. Ouais, voilà. Ce qui était déjà arrivé lors de l'évasion de Rochefort, où là, le gouvernement français avait appris l'évasion de Rochefort de Ducos, hein, par le biais, en plus, offense suprême, à la lecture d'un journal anglais, le Times, à Paris. Voilà. Donc là, c'en était trop, et le gouvernement français va décider après une direction d'améliorer les liaisons, les communications, coûte que coûte, entre la Calédonie et la métropole. Et donc, le gouvernement français va approcher une grande compagnie maritime française, les messageries maritimes, et va passer un marché avec elle. Et la première liaison Marseille-Nouméa, avec un paquebot des messageries maritimes, le Natal, va avoir lieu le 23 novembre 82. Hein, le Natal va arriver à Nouméa le 23 novembre 1882. Et ça sera le début d'une longue série de rotations par des paquebots mythiques, hein, le Calédonien, le Tahitien, le Polynésien, hein, le Tanaïs d'abord, voilà des bateaux qui ont amené ensuite les fameux colons fusils 16, 17 ans, 18 ans plus tard. Ensuite, une autre amélioration dans les communications entre la métropole et l'église a été la mise en place des câbles sous-marins, hein, de métropole jusqu'en Calédonie en passant par divers pays. Ce câble, il arrivait à Bundaberg sur la côte australienne du Queensland pour arriver à Te Uruguako, où aujourd'hui encore, si vous allez dans le nord, vous allez voir une plaque commémorative de ce premier câble sous-marin qui a été inauguré qu'en septembre 1893, c'est-à-dire 15 ans après l'insurrection. Une autre incidence d'importance pour la colonisation et immédiate, ça a été la mainmise sur une grande quantité de terres du fait de la disparition de tribus insurgées et de la confiscation de leur territoire. La première bénéficiaire en sera l'administration pénitentiaire, qui agrandira considérablement son domaine, puisqu'un décret du 13 septembre 1882 le portera à 31 714 hectares. La colonisation libre ne sera pas en reste, puisqu'au lendemain de l'insurrection, on assiste à la formation de domaines fonciers conséquents, comme par exemple M. Gratien Brun, qui était peut-être le plus gros colon de Calédonie, qui totalisait au total qui totalisait 20 000 hectares de terre, hein, de Poya, le Cap, jusqu'à Port-la-Guerre. Beaucoup de terre. Et puis, on a par exemple l'exemple de M. de Vambès à Boulot-Paris, 10 000 hectares de terre. À cette époque, un colon qui dispose de 3 à 4 000 hectares, ce n'est pas une grande propriété. Hein, c'est une propriété bien, mais ce n'est pas les plus grandes. Et puis aussi, le constat de 1978, c'est de la difficulté qu'avait rencontré l'armée, les militaires, pour se déplacer d'un point à l'autre dans la colonie. L'administration coloniale va donc lancer un programme de construction de forts dès 1979, hein, alors que l'insurrection n'est pas encore totalement terminée. Un programme de forts, on va construire 17 forts dans la colonie, à Boulot-Paris, à Terrain-Bas, bien sûr. Le fort actuel de Terrain-Bas, tel qu'il le voit aujourd'hui, il date de cette époque, avec la tour de Gué, les murs d'enceinte, c'est construit en 1979. Et puis Bourail, Coné, Vaudois, 17 forts, dont d'ailleurs certains vont être désaffectés dès 1883. On en a un exemple de gaspillage d'argent public incroyable.
D'autres forts vont être cédés à la gendarmerie, c'est aujourd'hui la gendarmerie de Bourail. Hein, vous regardez l'architecture, on voit bien que c'est un ancien fort militaire. La gendarmerie de Wailou, voilà, tout ça, ce sont des anciens forts. Les autres ont été laissés à l'abandon, pillés par les libérés du bagne ou par les colons qui ont démonté tout ce qu'ils pouvaient pour s'en servir sur leur propriété. Et puis surtout, un côté plus intéressant pour la colonie, pour le développement économique, c'est l'ouverture de nombreuses routes au lendemain de l'insurrection, hein, des chemins muletiers, de façon à se rendre plus rapidement d'un point à un autre. Alors, du côté des insurgés et des Kanaks en général, les conséquences de ce conflit de 1818 ont bien sûr été bien plus dramatiques, bien plus douloureux. Ça a été dans l'immédiat la déportation massive à partir de janvier 1879 à l'île des Pins, où on a déporté 700 insurgés, et aux îles Bélep, 350. Également, de nombreux prisonniers de guerre qui ont été emmenés par les chefferies alliées à Canala, à Wailou et à Yengen. La déportation de l'île des Pins et Bélep, il faut savoir que c'est quelque chose de fréquent, hein, c'est quelque chose d'habituel dans l'arsenal répressif français. Et ça, la déportation, elle se place même dans l'Ancien Régime. Hein. Ça a toujours été un outil de l'arsenal répressif français. La conséquence, c'est la disparition définitive, je l'ai dit tout à l'heure, des grandes chefferies de clans. L'administration a également placé des prisonniers insurgés dans des tribus existantes, hein, c'est-à-dire que le fait de déporter à Bélep et à l'île des Pins, c'était une stratégie qui a vite trouvé ses limites dans la mesure où, par exemple, à Bélep, les insurgés étaient plus nombreux que la population béléma. À l'île des Pins, ça posait également problème. Il restait encore cependant des insurgés, je dirais, à placer, et on a donc pensé au niveau du gouvernement, dans une troisième phase, à inclure ces prisonniers insurgés dans des tribus existantes sous la garde de chefs ou de petits chefs alliés des forces de répression. C'est le cas des tribus de Montfaoué, Goapin à Poya, également des tribus de Bourail. Ces clans décimés, ces chefferies anéanties, mais aussi la déportation massive, je dirais en vrac, puisqu'on déplaçait les gens un peu n'importe comment sans tenir compte de leurs liens familiaux ou claniques, a complètement désorganisé, bien sûr, voire à brûler les clans, à brûler la mémoire collective. Ce qui a été ensuite amplifié par l'action du gouverneur Feuillet, plus tard, avec la création des districts, des chefs administratifs et la création de ce que j'appelle les nouvelles tribus, composées de clans, voire de bribes de clans, que l'on a fait revenir de déportation sous l'époque de M. Feuillet pour servir de main-d'œuvre aux colons. Ce qui a là aussi amplifié la déstructuration de la société kanak ancienne, mais aussi la perte de la mémoire. La première grosse conséquence pour ces clans déchus a certainement été la perte irrémédiable des terres ancestrales. Je rappelle ici ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du lien à la terre particulier qui caractérise la culture kanak. Mais la conséquence la plus importante a été, non pas pour les seuls insurgés, mais pour l'ensemble du monde kanak, l'application en 1887 du régime de l'indigénat, qui a été mis en place par le gouverneur Louis Noué, qui était venu spécialement de Cochinchine, d'Indochine française, pour mettre en place ce système d'indigénat, ce régime de l'indigénat. Là aussi, j'ouvrirai une parenthèse pour dire que moi, je parle de régime de l'indigénat. À aucun moment dans les écrits officiels, vous trouvez le nom de code de l'indigénat, comme certains historiens se plaisent à le dire et à l'écrire, et non des moindres. Il ne s'agissait pas du code de l'indigénat, comme on peut parler du code noir, du code de l'esclavage, du régime de l'indigénat, parce qu'il s'agissait d'un ensemble de mesures administratives applicables aux seuls indigènes, mais qui pouvaient varier d'une colonie à une autre. L'indigénat a été en réalité une mise sous cloche du monde kanak pendant près de 60 ans, 59 ans exactement, de 1887, donc application de l'indigénat par le gouvernement Noué, jusqu'en 1946, au moment de la promulgation de la Constitution d'octobre 46, après la guerre, qui a mis fin à l'indigénat. L'indigénat, d'ailleurs, qui prend fin en Calédonie par 2 décrets successifs. Cet indigénat, il comprenait 4 volets. Un volet répressif, avec une série d'interdictions applicables aux seuls Kanaks,
Un volet administratif avec la création, j'en parlais tout à l'heure, des districts et des grands chefs. Un volet fiscal avec la mise en place de l'impôt de capitation. Et un volet foncier avec le cantonnement, c'est-à-dire l'amplification des réserves, où placer les Kanaks. Le gouverneur Noué, cependant, ne pourra mettre en place que le volet répressif de l'indigène, faute de moyens. Il faudra attendre la venue du gouverneur, du gouverneur Feuillet en juin 1894 pour voir appliquer l'indigénat dans sa pleine expression. Ceci afin de permettre à son projet de colonisation libre, axé sur une caféiculture à grande échelle, de se réaliser. Donc c'est Feuillet qui va mettre en place le cantonnement, le grand cantonnement de Feuillet, que l'on connaît bien, la mise en l'impôt de capitation, et puis surtout la création des districts et des grands chefs, ce qu'on a appelé les grands chefs administratifs. Pour la société calédonienne de son ensemble, l'insurrection de 78 a eu également comme conséquence durable une amplification de la fracture sociétale déjà existante du seul fait colonial, par les atrocités, les massacres qui ont été commis de part et d'autre et qui ont marqué durablement les mémoires et ancré le ressentiment, par la marginalisation des indigènes du fait de la confiscation des terres, de l'application de l'indigénat et dans le même temps par une évolution institutionnelle et un gain économique par les terres accaparées, notamment au bénéfice des Européens. C'est ainsi mise en place une société à deux vitesses, aux trajectoires dramatiquement différentes, voire opposées, ce qui, dans le temps, s'est traduit par un antagonisme latent entre les deux principales communautés de l'archipel. Autre constat important que j'ai pu faire à partir de cette étude sur l'insurrection de 78, c'est la narration totalement erronée que certains en ont fait, notamment les écrits militaires, dans celui du commandant Rivière, malheureusement. Au travers des écrits de Rivière se forge une figure emblématique de la rébellion, le grand chef Ataï, présenté par l'officier écrivain, un peu comme un Vercingétorix kanak, qui se serait levé et entraîné derrière lui l'ensemble des tribus insurgées, ce qui ne correspond nullement à la vérité historique et surtout coutumière de 78. La participation d'environ 3000 Kanaks à cette insurrection a été le fait d'alliances entre des chefferies. Et l'initiative du conflit, côté Kanak, côté insurgé, a bien été celle des chefferies de Bouraï qui avaient envoyé leur message de guerre à leurs homologues d'autres régions de la Grande Terre. Ataï, dans la réalité, n'était que le chef de guerre d'un clan suzerain de la région de la Foi, le clan d'Aweri, un peu un général pour les Européens en temps de guerre. En temps de paix, il était ce qu'aujourd'hui on pourrait dire, appeler un petit chef. Alors pourquoi Rivière présente-t-il Ataï comme le promoteur de l'insurrection, comme le généralissime des armées insurgées? Tout simplement pour redorer le blason de l'armée française bien ternie après la défaite de Sedan le 1er septembre 1870, c'est-à-dire 8 ans avant. La défaite de Sedan, avec la chute du Second Empire, avait été un véritable traumatisme pour l'armée française, qui était sur le papier largement supérieure à celle des Prussiens. Il faut se rappeler que, mis à part la désastreuse campagne du Mexique, l'armée de Napoléon III avait volé de victoire en victoire, notamment en Crimée. Dans certaines rues de Nouméa portent encore les noms des victoires françaises, Alma, Sébastopol. Au lendemain de Sedan, de nombreux officiers français n'ont eu ensuite de cesse que de redorer l'image ternie de leur armée. Et puis, comme l'écrira désabusé le père Lécouteur, curé en poste à Bourail au moment de l'insurrection, 1878 a été la course à la médaille, la course à la Légion d'honneur. Médaille et honneur qui ne s'obtiennent que grâce à de hauts faits comme la neutralisation d'Ataï, le généralissime kanak. Comme l'armée coloniale française avait vaincu le grand émir Abdelkader en 1843, l'armée française, 20 ans plus tard, avait vaincu le grand chef Ataï. C'est la thèse que soutient donc le commandant Rivière dans sa présentation d'Ataï. Sauf que si en Algérie,
La défaite d'Abdelkader a bien entraîné la fin de l'insurrection. En Nouvelle-Calédonie, la mort d'Ataï le 1er septembre 1978 n'a nullement entraîné la fin du conflit, bien au contraire. Des chefferies importantes, notamment de Bouraï et de Poya, sont entrées en rébellion bien après la mort d'Ataï, faisant de nombreuses victimes. Le récit de Rivière est d'ailleurs truffé d'anecdotes qui relèvent plus de l'imagination fertile de l'officier écrivain que de la réalité historique. Le problème est que ce type de récit, écrit à la seule gloire des militaires et d'après les seules archives coloniales, se forge une histoire officielle, une histoire fausse. Certains jeunes Kanaks se sont malheureusement, bien des années après, je pense en 1969 à la création des Foulards Rouges et autres, se sont malheureusement parlé de cette version militaire, de cette contre-vérité historique pour faire d'Ataï une icône, un symbole de la lutte du peuple kanak face aux colonisateurs, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais qui ne correspond à aucune réalité, à aucune vérité historique. Ce que j'ai voulu faire en réalisant ce travail, c'est avant tout œuvrer à la rédaction d'une histoire vraie, c'est-à-dire sortir de l'histoire officielle telle qu'elle a été écrite dans de nombreux ouvrages et malheureusement dans certains manuels scolaires. L'histoire officielle, truffée de contre-vérités, ce que des historiens métropolitains comme Michel Tedoldi ou Christophe Lucon appellent le roman national. Dans son ouvrage majeur, Un pacte avec le diable, Michel Tedoldi aborde cette période douloureuse de l'histoire de France, après la libération de 1945, la grande épuration, tant administrative que sociétale, où la France victorieuse se purgeait, se débarrassait des collabos, de ces femmes et de ces hommes qui avaient osé pactiser avec le diable, c'est-à-dire collaborer avec l'occupant nazi. Sauf que dans le même temps, les services secrets français ramenaient en cachette en France des chercheurs et techniciens nazis, tels que Hermann Ostrich, Hans Bringer, Otto Ambros, en leur déroulant le tapis rouge, leur apportant une immunité totale et des conditions de travail et d'hébergement en France que beaucoup de Français, en ces lendemains de guerre, pouvaient leur envier. Otto Ambros, proche d'Hitler, était l'inventeur du gaz sarin utilisé dans les chambres à gaz pour éliminer les déportés juifs, à Auschwitz notamment. Ambros a d'ailleurs été au moins 20 fois à Auschwitz. Alors pourquoi une telle démarche des services secrets français et derrière les services secrets du gouvernement français? Eh bien, tout simplement, on doit à ces gens-là la création du Mirage 4 français et puis plus tard la technologie qui a amené la fusée Ariane. Christophe Lucon, qui est le même historien, qui lutte contre le roman national, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle est écrite officiellement, il aborde, lui, le problème, son livre, Le vin des nazis. Le vin des nazis, c'est l'histoire de ces grands négociants français qui, après la débâcle de 40 et la collaboration du gouvernement de Vichy, se sont empressés de collaborer avec les Allemands, avec le gouvernement allemand, nazi, pour vendre du vin, les meilleurs crus français. Ces gens-là qui ont donc fait beaucoup de sous pendant la guerre avec les Allemands, hein, et qui n'ont jamais été inquiétés au lendemain de la guerre. On voit d'ailleurs sur la couverture du livre un officier allemand qui boit une belle bouteille de Bordeaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ces exemples, eh bien tout simplement, comme la légende d'Ataï, présentée comme le Vercingétorix kanak, il faut simplement vous dire que l'histoire officielle, celle que malheureusement nous véhiculons et nous enseignons à nos enfants, est truffée de contre-vérités, émaillée de non-dits ou de zones d'ombre. À propos de ces choses fausses, même petites, que l'on véhicule dans notre histoire, je vais vous donner un détail concernant le nickel calédonien. On a malheureusement l'habitude de lire dans certains ouvrages que c'est Jules Garnier qui a été le découvreur du minerai calédonien de nickel, le minerai de nickel, que l'on appelle la garnierite, du nom de Jules Garnier. Ce qui est faux. Certes, au cours de son voyage 1863, 64, 65,
son exploration du territoire, l'ingénieur Jules Garnier a pressenti l'existence de minerais de nickel. Mais le véritable découvreur du minerai de nickel a été un colon misérable qui vivait au Comore, Pierre Coste, qui a découvert le premier filon d'or vert en 1873. Coste n'était peu fortuné, du moins qu'on puisse dire, il est mort dans la misère. Il n'avait donc pas les moyens, je dirais, financiers et l'aura pour approcher son nom à une telle découverte. Pour terminer, je dirais que la question fondamentale qui se pose au terme de ce propos est bien celle-ci. Quelle histoire de notre pays proposons-nous? Quelle histoire enseignera-t-on à nos enfants? Personnellement, c'est la démarche dans laquelle je m'inscris depuis plusieurs années, celle d'une volonté de transmettre une histoire vraie, de sortir de ce que Michel Tedoldi appelle le roman national. Je vous remercie, mesdames, messieurs. Alors, mais tout simplement, je suis le descendant d'un transporté qui a été mis à la fois au lendemain de l'insurrection, parce que je vous parlais tout à l'heure de la répression, de la disparition de tribus. Et, la foi a été le berceau de l'insurrection puisqu'elle a démarré là-bas. Donc, on assiste à l'élimination de toutes les tribus, parce qu'au lendemain de l'insurrection, vous avez un recensement des tribus faites par le service médical de la colonie, et vous avez des tribus citées sur Bourail, quelques-unes, et ensuite vous le parlez. La fois, il n'y a plus rien, mis à part Coindé, qui était allié aux jeunes Canadiens. Donc, j'ai baigné un peu dans mon enfance dans cette histoire de bataille. Ça m'a appelé petit à petit à m'intéresser à cette, aussi bien l'histoire de l'insurrection que l'histoire de la transportation sur ce centre de colonisation finale qui est la foi. On peut retenir le terme de guerre dans la mesure où, dès le début, le premier jour de conflit, le gouverneur Louis a déclenché l'état d'urgence. L'état d'urgence, il déclenche en temps de guerre. Voilà. Et puis, c'est l'armée qui a intervenu. Voilà. On a pratiqué une guerre coloniale, comme je dis, comme en Algérie, du temps de Bugeaud, du temps d'Abdelkader et ensuite du temps de Mokrani. Et donc, on peut bien parler de guerre à Kanak. Maintenant, moi, je réfute le terme insurrection de bataille parce que ça ne correspond pas à la réalité. Voilà. C'est un peu autour de ça que j'ai bâti ce livre. J'ai rencontré beaucoup de gens héritiers des chefferies. Je dirais que la chance, entre guillemets, d'Ataï a été qu'il a été le chef de guerre d'un grand clan dans une région où il y avait un officier écrivain. Monsieur Rivière, il n'est jamais sorti du fort de Terrain-Bas et du pénitentiaire agricole de Franc-Marie, il y a 7 km de Terrain-Bas. Il est allé 7 jours à Bolo-Paris, au lendemain du massacre, quelques jours après le massacre de Bolo-Paris. Ensuite, il s'est cantonné uniquement à la foi et il a été une journée à Moindou. Rivière n'est jamais allé à Poya, n'est jamais allé à Bourail au cours de ses opérations militaires. Et donc, la figure importante de la foi au niveau des insurgés, c'était Ataï. Donc, il en a fait un héros autour duquel il a bâti sa légende, mais ça ne correspond aucunement à la démarche de guerre des chefferies de l'époque. J'ai rencontré des chefs. Je dis pourquoi la chasse d'Ataï, parce que d'autres chefs, je dirais, aussi prestigieux, sinon plus importants au niveau coutumier, ont été complètement disparus, ont été tués, notamment à Poya, à Bourail. Et là, ces gens-là n'avaient pas la chance, n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir un officier écrivain qui puisse les mettre en exergue ou les placer en héros de cette tragédie, de ce combat kanak. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux dans ce discours, parce que ça ne correspond pas, je le répète, à la réalité historique et surtout coutumière. Voilà. C'est un discours uniquement militaire, une version militaire, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a servi à redorer le blason, à magnifier l'action de l'armée coloniale française dans une période post-défaite de Sedan. Alors, le problème de ces chefferies administratives, c'est qu'on a failli à décréter, a mis en place des Kanaks, c'est-à-dire que c'était lié pour mettre en place un impôt de capitation, c'est-à-dire un impôt que seuls les Kanaks payaient, capitation gérée par un individu, gérée par tête de pipe, donc non de capitation.
les gens qui ne pouvaient pas payer leur impôt, elles devaient payer avec 10 sacs de coco ou de copra par an. Mais oui, mais comment collecter un impôt comme ça dans une tribu fin fond de Nianguen ou au fin fond de Koné ou par là? Donc Feuillet a eu l'idée, ben, c'est le volet administratif, de mettre en place des districts, c'est-à-dire un district, c'est un regroupement de 3, 4, plusieurs tribus, quoi, avec un grand chef central qui est responsable de ce district. Et le grand chef est le collecteur d'impôts, le percepteur d'impôts. Hein, voilà. Et c'est lui qui est chargé de collecter l'impôt dans son district et qui le donne ensuite aux gendarmes syndic des affaires autochtones. C'est à ça que les chefs administratifs. Le drame, c'est que lorsque le grand chef coutumier authentique, reconnu au début par le pouvoir colonial, ne collaborait pas, et ben, l'administration a carrément mis de côté ce grand chef coutumier et a désigné un individu plus coopérant du district ou de la chefferie, même si celui-ci n'était pas agréé au niveau de la structure coutumière. Et ce qui a créé d'énormes problèmes, parce que ça a créé des chefferies administratives. Et aujourd'hui, moi j'explique notamment un des litiges qu'on retrouve au niveau du Sénat coutumier par l'existence de ces chefferies administratives qui ont eu des descendants. Hein. Il y a il y a eu des lignées de chefs administratifs qui, à l'origine, n'étaient pas du tout des gens issus de la société coutumière ancestrale, ce qui crée, là aussi, qui a créé d'énormes problèmes dans la société kanak et qui perdurent aujourd'hui encore. Mais il faut savoir qu'on se place au 19e siècle et quand tu es arrivé au niveau des salles d'anthropologie du Muséum d'histoire naturelle, vous avez une salle peut-être qui fait 2 fois celle-là, vous avez des étagères, il n'y avait que des crânes. Que des crânes. Alors, il y a des crânes de Mongols, des crânes d'Indo-Chinois, des crânes de Kanak, des crânes de toute la planète. Mais pourquoi ça? On est au 19e siècle et là, on est dans une époque où on croit fermement, au niveau des chercheurs en anthropologie, que la morphologie, le crâne d'un rebelle arabe insurgé, kanak ou chinois ou vietnamien, ou même celle d'un condamné à mort, hein, d'un supplicié, ne pouvait pas être la même qu'un individu normal, normalement constitué dans sa tête. Donc, c'est les Allemands qui ont commencé ce type de recherche d'anthropologie, et les Français ont suivi, les Italiens aussi d'ailleurs. Et donc, à ce titre, bien sûr, le fait de couper la tête d'un rebelle était quelque chose de classique au niveau militaire, mais c'est comme ça que le crâne d'Ataï a été envoyé en France, parce que c'était dans ce cadre voilà. Et quand on voit cette dimension de crâne, je ne sais pas, peut-être qu'au muséum, il y a 5000 crânes, quoi, voilà. Et j'ai eu la chance également de visiter là, au muséum, une salle où il y a des masques mortuaires. Alors, le masque mortuaire, bien sûr, on l'appliquait aux suppliciés. Il y a le masque mortuaire d'Ataï. J'ai eu la chance de voir le masque mortuaire de Robespierre. Hein. Mais également, il faut savoir que j'ai vu, par exemple, le masque mortuaire de Benjamin Franklin, qui, lui, n'a pas été supplicié. Parce qu'il y avait aussi un engouement à l'époque, pour certains notables, certaines personnalités, de se faire prendre le masque mortuaire. Hein, voilà. Alors, l'emploi d'Octavia Camac pour mater la rébellion, c'est pratiqué là aussi, comme en Algérie, en Indochine. Et le problème, c'est que la Calédonie, elle est très loin de la métropole. Et lorsqu'éclate l'insurrection, le gouverneur, lui, il a à ses dispositions des forces qui ne sont pas conséquentes. Il va demander des renforts qui vont arriver tardivement. Hein. Les premiers vont arriver d'Indochine, hein, puisque c'était plus près. De la métropole, ils arriveront en fin d'année. Donc, en attendant, il fallait qu'il essaye de contrer l'insurrection. Et donc, il a employé des tribus alliées. Mais ça s'est passé en Indochine. L'emploi de supplétifs indigènes, c'était une pratique coloniale, non seulement des Français, mais des Anglais. Hein. Et l'emploi de ces officiers, d'ailleurs, permis aux troupes françaises de prendre un avantage décisif. Hein. Quand on lit les premières opérations militaires sur le terrain, avec l'attaque d'Ataï et consorts, des clans de la foi, le 25 juin, pendant 3 semaines, même avec la présence de Gali Kasbok, commandant militaire, les militaires, ils sont pratiquement jamais au contact des insurgés, quoi. C'était un système de guérilla auquel les Français et les militaires n'étaient pas habitués. Et finalement, c'est l'arrivée des auxiliaires de Canada, puis d'Ouailou, qui vont vraiment permettre aux Français de prendre
un pas décisif sur le traitement de la direction, notamment les chefferies de Canada, par un antagonisme, je dirais, très ancien des chefferies. Les chefferies kanaks, elles se plaçaient dans des réseaux d'alliances, très très grands réseaux d'alliances, qui antagonisent certains réseaux, partaient des îles pour remonter la côte est et aller même sur la côte est. Et le fait est que même si les ancêtres d'Ataï étaient des gens de Kawa, puisque cette région de Ouara était essentiellement peuplée en 70 de gens venus par migration de la côte est, ils s'inscrivaient néanmoins dans un réseau d'alliances adverses. Donc moi, ce que je dis, notamment en parlant des chefferies de Canada, c'est que c'est une alliance aux intérêts convergents. C'est-à-dire que les Français avaient besoin les militaires français avaient besoin des chefferies de Canada, Kaké, Nando, Gélima, pour écraser la rébellion, notamment à la fois. Mais les chefferies de Canada ont vu là l'occasion unique pour eux d'éliminer une chefferie antagoniste et ennemie depuis très, très, très longtemps, bien avant l'arrivée des Européens. Il y a eu d'ailleurs des auditions que j'ai menées, des témoignages de la tradition orale, qui disaient que bien avant l'insurrection, il y a eu des incidents violents entre les chefferies de Canada et celles de la foi. En tout cas, merci beaucoup, Jerry. Merci, Patrice. Merci, Et merci aux professeurs, merci à tout le monde. Voilà.